céder la parole maintenant à Céline Chauvigné, qui est professeure des universités en sciences de l'éducation à Nantes Université et qui donc a également une trentaine de minutes pour nous faire sa présentation qui s'affiche actuellement à l'écran. Alors, un grand merci hein, à vous tous d'être présents. Un grand merci euh, aux organisateurs de cette manifestation aujourd'hui. Alors, la commande est un petit peu particulière. Elle va nous changer un petit peu de ce que nous avons entendu puisque il s'agissait au niveau de mon propos, de faire un panorama sur la formation des conseillers principaux d'éducation et des personnels de direction. Donc, par rapport à cette formation, il est important de préciser peut-être deux ou trois éléments, puisque la vie scolaire n'est peut-être pas connue de tous dans l'acception que je vais prendre ici. Donc, mon propos vise à identifier un certain nombre d'interrogations, hein. J'ai travaillé ponctuellement sur cette question de la formation des professionnels de l'éducation, hein, qui touche de près les questions curriculaires, puisqu'elles évoquent les pratiques professionnelles, les maquettes de formation, les coopérations possibles et effectives, hein, entre les parties prenantes. Mais également, mon intervention repose sur une triple expérience, puisque vu mon grand âge, j'ai eu la chance de pouvoir traverser un petit peu ces formations en étant au début des UFM stagiaire en tant que conseillère principale d'éducation, puis progressivement formatrice et responsable du MEF 3, des personnels d'éducation, avec le parcours qui s'intitule Encadrement éducatif, et puis une histoire liée à la recherche hein, en tant que professeur des universités et travaillant sur la forme scolaire et la vie scolaire. Alors, la vie scolaire, je vais quand même préciser, il y a quatre sens fondamentaux. La vie scolaire, dans une première acception, s'apparente dans sa forme la plus large au parcours de l'élève, en entendant par là les éléments et les espaces concourant à ses apprentissages dans la classe et hors de la classe, bien que la forme scolaire et son histoire, dans le pédagogique et l'éducatif, n'aient que peu d'articulation. La deuxième acception est un ensemble donc d'expériences hein, concernant cet espace de vie possible au sein de l'école qui permet à chacun d'expérimenter, de créer, de se former en tant que sujet individuel et sujet collectif dans une communauté scolaire, donc une expérience permettant le passage d'un monde à un autre, c'est-à-dire celui de l'école à celui de la société. Et la troisième acception est la vie scolaire vue comme un service, pensée comme un organe, un système faisant partie d'un ensemble plus vaste qui est l'établissement et chargé d'une fonction précise puisque la vie scolaire a en charge les élèves en dehors de la classe. Donc c'est un ensemble de personnes assurant cette fonction dont à sa tête, nous avons le conseiller principal d'éducation qui a la responsabilité de cette vie scolaire déléguée hein, par le chef d'établissement. Et pour faire fonctionner cet ensemble, le conseiller principal d'éducation prend appui sur des personnels, une variété de personnels éducatifs, comme les assistants d'éducation ou les auxiliaires de vie scolaire. Et puis la dernière acception de cette vie scolaire, elle a une finalité éducative dont la première visait est l'épanouissement de l'enfant. Comme dirait Reboul, il nous semble que la fin de l'éducation est de permettre à chacun d'accomplir sa nature au sein d'une culture qui soit vraiment humaine. Si cette fin paraît utopique, elle est la seule qui préserve l'éducation du laisser-faire comme de l'endoctrinement. Donc ainsi, la vie scolaire dans ses acceptions et dans un cadre qui ne relève pas de l'enseignement conduirait à un ensemble de processus et de procédés intentionnels menés par l'école dans le but d'apprendre à l'enfant ou à l'adolescent à devenir un homme capable de vivre et de prendre sa place dans la société.
Donc, ma communication prendra appui de manière non exhaustive sur, sur la formation et comportera trois points. Le premier est celui de dresser des constats sur la formation et de faire une analyse critique rapide. Ensuite, il s'agira de poser un certain nombre d'interrogations et enfin de souligner les enjeux et d'envisager des pistes possibles. Donc, la focale, vous l'aurez compris, étant sur les conseillers principaux d'éducation, mais également sur les personnels de direction sur lesquels on a des choses un petit peu communes. Donc, je vais faire un rappel rapide historique parce que ça permet de comprendre un petit peu ce qui se joue aujourd'hui et de mieux comprendre les tiraillements ou les apories. Alors, euh, par rapport au constat, alors un petit rappel historique pour comprendre le blocage actuel et la tension autour de la formation aujourd'hui, autour des deux corps de métier que sont les conseillers principaux d'éducation et les chefs d'établissement. Il faut avoir en mémoire qu'il y a derrière ça l'héritage de l'université impériale de Napoléon, euh, avec l'idée sous le monopole d'État dans un même lieu une formation de l'élémentaire au supérieur, avec un enseignement très rigide, doté d'une forte discipline et d'internat comme cadre d'études, euh, ceci ressemblant étroitement aux écoles militaires. Donc, il y a création, vous le savez, des lycées, des corps d'enseignants, des corps de proviseurs pour diriger l'ensemble sur le plan local, et donc des proviseurs qui ont besoin de personnel dans cette orientation structurelle et idéologique. Donc, apparaissent dans ce cadre-là les ancêtres des conseillers principaux d'éducation, ce qu'on appelle les maîtres d'études, qui sont des personnes non diplômées, préposées à la surveillance et aux études, et ce, dans une logique foucaldienne de surveiller et punir. Donc, ce sont des personnels corvéables à merci, sous l'égide d'un proviseur qui est lui-même doit rendre des comptes aux parents, aux élèves de la bonne société à cette époque-là et aux recteurs de l'académie. Donc, ces maîtres d'études voient leurs prérogatives évoluer et ainsi se crée le corps des surveillants généraux, qui vous parlera peut-être davantage, 1847 et 1965, et succéderont à ce corps les conseillers et conseillers principaux d'éducation. Donc, les deux corps existent au moment de la création, distinguant ainsi les personnels capables d'encadrer des adolescents au niveau collège ou au niveau lycée. Et donc, la création de ce corps est étroitement liée à la massification scolaire et à la venue des nouveaux publics avec leurs problématiques. Donc, on passe dans le glissement là sémantique d'un surveiller et punir à un surveiller sûr avec une éducation plus globale et le fait de faire advenir donc les adolescents et donc une entrée dans la vie au niveau des établissements du second degré, ce qui n'était pas le cas. Donc, il faut bien avoir cela en tête pour comprendre ce qui suit en termes d'évolution des métiers, en termes de formation, concernant donc ces deux corps de métiers que sont les conseillers principaux d'éducation et les corps de direction. Donc, au niveau des constats sur l'évolution des métiers, très rapidement, très schématiquement, il y a donc une évolution de ces métiers qui sont là pour répondre aux défis de l'école, l'échec scolaire, la violence, le décrochage et les défis de la société avec la précarité, le chômage, l'individualisme. Donc, on passe, comme je l'ai dit, du surveillant général qui est là pour surveiller et punir à conseiller principal d'éducation qui cherche à veiller sur. Donc, on est dans une fonction qui se focalise sur le conseil, l'accompagnement, l'encadrement, mais pas que, puisque pour y parvenir, il est nécessaire à ces corps de métier de travailler avec les équipes pédagogiques et également de pouvoir, pour effectivement offrir un espace de vie à l'intérieur des établissements du second degré, pouvoir développer l'animation éducative.
Donc, ce métier évolue avec l'échec scolaire qui s'amplifie dans les années 90 et on voit ce corps de métier évoluer avec une entrée pédagogique et un travail plus précis avec une articulation sur l'orientation. Plus tardivement, ce métier évolue avec des compétences partagées, avec le référentiel de compétences qui lie les métiers du professorat et de l'éducation de 2010 et de 2013 pour les CPE, où l'on voit ici des tâches qui sont précisées et aussi des tâches qui sont à la fois spécifiques et des tâches partagées. Mais la plus grande, on va dire, évolution est la circulaire de 2015, circulaire donc tout à fait récente concernant ce corps de métier, qui marque une évolution du métier davantage dans une dimension politique et d'encadrement avec une insistance sur donc des conseillers principaux d'éducation qui seraient enclins à réfléchir et promouvoir la politique éducative de l'établissement au-delà des tâches ordinaires de suivi de l'élève et d'organisation de la vie scolaire. Donc ça, c'est l'évolution très rapide des CPE. Euh, le, la deuxième évolution chez les chefs d'établissement, ils ont connu également, eux, de nombreuses réformes, et notamment des réformes législatives, dont l'autonomie des établissements scolaires, l'évolution des environnements, mais surtout au-delà de leurs prérogatives administratives et leurs responsabilités quotidiennes, leur métier s'accentue sur des responsabilités managériales, le pilotage, la gestion négociation, l'animation, voire le leadership au niveau local. Donc on voit bien dans ces évolutions qu'on est sur des métiers euh, charnières, exposées, qui relèvent à la fois ou véhiculent des images de hiérarchie hein, plus ou moins prononcées, qu'ils sont à l'articulation à la fois des familles qui demandent des comptes, des usagers que sont les élèves, mais également des enseignants hein, qui ont aussi leurs revendications et la volonté d'être soutenus hein, dans leur métier. Mais également, il y a aussi en balance les autres établissements scolaires. On voit bien que c'est un métier en tension puisqu'il y a une concurrence souvent du public et du privé. Et puis, un métier, vous l'aurez compris, aussi sous tension parce que, comme exposés et comme confrontés à des problématiques diverses et variées, ils sont sous la dictature aussi de l'urgence et du résultat et de l'efficacité par rapport donc, aux demandes des politiques éducatives. Alors, une fois que ce panorama est un petit peu mis en avant, ça nous permet de regarder d'un autre œil, me semble-t-il, le panorama sur la formation. Et je vais commencer par la formation des conseillers principaux d'éducation. Donc, c'est une formation qui est en quatre temps de réforme, qui pose la réflexion à la fois sur le métier, qui pose la réflexion sur le type d'apprentissage, mais également qui pose la question de la professionnalisation et de la construction identitaire. Donc, comme vous le savez tous, on a avant les années 1990 une expérience plus sur le tas avec un concours interne et la généralisation donc dans les années 90 des IUFM, donc Institut universitaire de formation des maîtres, où on fait le choix d'une formation commune, enseignants CPE, cherchant devant les problématiques auxquelles ces professionnels sont confrontés, cherchant le développement d'une culture commune avec des savoirs de référence, avec le souhait d'une cohérence entre formation initiale et formation continue qui délimite les contours d'une professionnalité globale.
Donc, une formation en alternance avec des stages, avec de l'analyse de pratique, et puis quelque chose de tout à fait aussi original, c'est la mise en place du mémoire professionnel. Donc, il s'agit à la fois de ce maillage de répondre à un contexte sociétal et scolaire en crise, mais également de consolider la formation des agents à cette époque-là. S'ensuit la période donc 2009 avec la masterisation, 2 temps, donc l'ESP et l'INSPE, donc un rapprochement universitaire de niveau Master 2 avec pendant très longtemps un concours placé en première année et une deuxième année en alternance. Alors il y a 2 modèles dans ce modèle en alternance. Dans ce niveau, il y a à la fois la visée de la recherche de l'excellence scolaire au niveau des agents de l'État, hein, la recherche de personnes cultivées avec le concours hein, qui sanctionne les candidats qui souhaitent accéder à ce métier de conseiller principal d'éducation. Et puis un deuxième modèle qui repose sur la demande sociale, qui est plus un modèle d'adaptation aux problématiques rencontrées. Donc, on peut observer dans cette formation qu'on a 3 types de savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Et la particularité des CPE, c'est qu'ils n'ont pas de discipline de référence comme les enseignants. Euh, Malgré tout, hein, ils ont quand même, dans le cadre de leur formation, des savoirs académiques qu'ils doivent maîtriser autour de la philosophie, de la sociologie, de l'histoire et de la psychologie, hein, qui permettent d'apprécier, on va dire, les publics scolaires et le système éducatif. Il y a un pan très important qui est le droit, puisque nous sommes sur un métier de l'éducation et de l'encadrement. Et donc, plus généralement, de la culture générale hein, sur ces problématiques et ces enjeux éducatifs qui constituent, on va dire, le socle académique des conseillers principaux d'éducation. Donc, cette formation, elle est contractualisée entre l'université, le rectorat et l'établissement scolaire d'accueil. Donc, il s'agit dans cette formation de former quelqu'un, donc la logique de développement personnel, à quelque chose, donc une logique des savoirs de la pratique, pour quelque chose, c'est-à-dire le fait de pouvoir exercer un rôle déterminé sur le plan professionnel. Et je reprends euh, cette logique de formation en 3 temps. Je l'emprunte à Michel Fabre qui a beaucoup travaillé sur cette question. Donc, il s'agit dans ces formations d'insister sur les interactions et la réflexion éthique. Même si les CPE, vous l'aurez compris, n'ont pas de discipline attitrée, ils ont quand même des disciplines de référence. Mais ce qui constitue leur modèle premier, c'est le modèle de la théorie pratique de Durkheim, donc une construction autour du métier lui-même qui nous vient donc du terrain. Récemment, en 2002, donc le concours est passé en M2 et je vais y revenir. Alors, quelle analyse rapide on peut faire par rapport à ça entre l'avant IUFM, IUFM et SPINSP? Ce qu'on peut dire, c'est que la masterisation a amené un allongement de la formation sur 5 ans hein, d'études, faisant le pari que par cet allongement, il y aurait une rémunération plus conséquente, qu'il y aurait une meilleure reconnaissance et également qu'ils seraient mieux formés. Donc, ce renforcement universitaire qu'on voit avec la masterisation articule donc à la formation la recherche avec
le stage et l'analyse de pratique. Mais on voit très rapidement dans cette évolution que la recherche d'efficacité, hein, sur le terrain prime. Alors, ces aspects vont être un petit peu chamboulés avec les INSPE, parce que la formation était jugée trop théorique. Donc, on essaye, enfin, dans cette reconfiguration, on a une formation qui court quand même 36 lièvres à la fois. On a à la fois la recherche du concours, hein, il faut être sélectionné pour pouvoir, on va dire, travailler. Il faut également avoir un diplôme, parce que sans diplôme, on ne peut pas exercer le métier. Et en même temps, il faut pouvoir se former professionnellement parlant. Donc, il y a une mise en tension ici des contenus entre excellence, employabilité et professionnalisation. Et ce qui met donc à l'épreuve les candidats qui souhaitent s'engager euh, dans cette voie. Et puis, depuis 2022, il y a une rupture organisationnelle très forte, puisque le concours est placé en deuxième année de master, et ce qui pose la question de la place de la professionnalisation, puisque si au bout de 2 ans, on ne prépare qu'au concours, comment, on va dire, sereinement les amener à apprendre le métier, alors qu'ils ne savent même pas s'ils pourront y accéder. Donc, on peut s'interroger, comme le font très bien Éric Saillot et Richard Witorski, on peut s'interroger sur ces évolutions et l'illusion pédagogique, hein, qu'il peut y avoir derrière de bons gestes professionnels, et l'illusion d'une fabrication, hein, du bon praticien. Et également dans ce brouillage des attentes de formation et des attentes de l'employeur, on peut se demander, comme le souligne Richard Bistorski, s'il s'agit d'une véritable réflexion professionnelle ou d'une autonomie sous contrôle. Donc, euh, voilà, j'y suis. Sur maintenant la formation des personnels de direction. Alors, il n'y a pas euh, euh, d'institut, hein, supérieur, universitaire. La formation des personnels de direction est fondée sur la formation continue. Donc, c'est une formation en plus du quotidien, dans un horizon divers et varié, puisque les personnels de direction peuvent être à l'origine enseignants, premier degré, second degré, peuvent être conseillers principaux d'éducation, gestionnaires, directeurs de SECPA, PSUN, directeurs délégués à la formation professionnelle et technologique. Voilà, il y a une variété très importante. La formation de ces personnels est sous le mode de la formation continue et comprend 12 jours année, focalisée essentiellement sur le concours, avec un concours sur une épreuve de connaissances, avec une culture administrative, juridique et de gestion de ressources humaines, ainsi qu'une connaissance du fonctionnement éducatif, et puis une épreuve de notes de synthèse, avec par la suite des épreuves orales sur un CV et sur des situations professionnelles. Donc, on est assez proche ici du concours des CPE sur la formation continue, ce qu'on appelle le concours interne. On est sur des épreuves donc, et des préparations qui se font en plus du métier à exercer tous les jours, qui est pris sur ce métier à exercer tous les jours. Et l'objectif unique est l'obtention d'un concours. Malgré tout, hein, pour les personnels de direction, ils sont un mois en stage à la fin de l'année scolaire, au mois de juin, avant de prendre leurs fonctions au mois de septembre, si ils sont donc reçus. Donc, on voit bien là
la formation des personnels de direction, qu'on est sur une logique d'excellence, hein, le concours est premier, que la professionnalisation n'est pas d'actualité et qu'on est dans une recherche d'employabilité. Donc, ça m'amène à faire un constat général hein, sur cette présentation de formation des CPE et des personnels de direction. Le postulat est que la qualité du système éducatif tient notablement de la qualité de la formation. Et pour le dire autrement, comment utiliser hein, le levier de la formation pour atteindre l'objectif de la réussite scolaire de tous en améliorant la qualité de l'acte éducatif. C'est vraiment ce que ça m'amène à poser au regard de ce panorama à très grands traits. Les intéressés, hein, formés chez les personnels de direction, ils soulignent à la fois l'intérêt de la formation, ils insistent énormément sur l'apport de l'analyse de pratique entre les pairs. Donc, cette idée de praticien réflexif, hein, mais sont aussi à mettre en avant des modules très concrets comme pouvoir exécuter une tâche, comme la mise en œuvre des emplois du temps, des choses comme ça. Donc, voilà, on est sur des choses assez pratico-pratiques où finalement, dans leur regard aussi sur la formation, tout est dépendant ou tout repose sur le tuteur. Donc, il y a cette idée de vouloir avoir un bon tuteur pour pouvoir reproduire ou faire le métier le mieux possible par l'exemple, hein. C'est ce qui ressort beaucoup du témoignage de ces chefs d'établissement. Chez les CPE, on a deux formes, hein. On a des étudiants qui n'ont pas le master universitaire et qui ont une formation moitié à l'INSPE, moitié en établissement scolaire. On est là aussi sur des rythmes assez prenants avec non pas un master à valider, mais malgré tout un niveau de compétences à atteindre avec un rythme élevé. Donc, on a dans le retour de ces personnels un sentiment de schizophrénie avec un apprentissage d'un métier euh, qui est complètement en décalage entre le temps réel de l'établissement, les injonctions contradictoires et donc les situations auxquelles ils sont exposés. Donc, le sentiment général pour ces deux corps de métier, c'est quand même qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes et cela interroge les conditions et le sens, ils sont souvent positionnés en établissement scolaire comme moyens et non pas sur donc des lieux d'apprentissage où il pourrait y avoir le temps hein, de l'observation et de la pratique accompagnée. Donc, tout ceci euh, m'interroge à plusieurs titres. Alors, il interroge euh, le sujet qui nous concerne aujourd'hui. D'une part, cette évolution des métiers, hein, on voit bien avec le panorama qui a été posé qu'on est sur des métiers un peu élastiques avec des conditions dégradées, des tiraillements hein, qu'ils subissent entre l'institution d'un côté, la société de l'autre, les pressions sociales et politiques. Euh, Cela m'interroge aussi sur la désaffection des métiers. Alors, ce n'est pas le cas pour les conseillers principaux d'éducation, en tout cas dans un premier temps dans l'accès au métier, mais plus tard, hein, dans l'évolution du métier, il y a des défections qui sont liées à trop de pression. Il y a des projets de reconversion ou des projets euh, euh, d'évolution autre. Par contre, la désaffection est très très grande chez les chefs d'établissement qui sont extrêmement exposés.
Le troisième point, ça interroge également les contextes, hein, ces contextes qui évoluent vite et qui sont à l'origine des politiques éducatives qui sont sans cesse renouvelées. Et donc, la difficulté sur les formations d'une manière générale, c'est la multiplicité des réformes. Vous l'aurez compris dans mon propos. Et donc, ces réformes qui parfois ont des phases intermédiaires, hein, le temps de se mettre en place et qui déstructurent hein, ou qui peuvent être déstructurants ou déstabilisants pour les métiers eux-mêmes ou pour les prétendants à ce type de métier. Donc, en plus de ça, hein, sur ces réformes incessantes et ces rotations, il y a aussi des effets d'amnésie où on a mis des choses il y a une vingtaine d'années et qu'on repropose à nouveau aujourd'hui. Euh, il y a aussi le problème des injonctions sociétales, des doxas contradictoires et le sens commun qui est développé. Et puis, je le disais tout à l'heure, ces conditions d'apprentissage. Alors, comment réfléchir, et ce sera mon troisième point, Il, il aux vous reste, enjeux. il vous reste, pardon, 3 minutes pour conclure. Ah, j'avais noté 6 minutes. Bon, c'est pas, je vais aller un petit peu plus On va vite. négocier à 5 minutes alors. D'accord, merci beaucoup. Donc, réfléchir sur les enjeux et modèles envisagés, c'est réfléchir sur l'évolution des métiers dans une optique curriculaire et de manière plus systémique. C'est difficile hein, actuellement parce que ça bouge beaucoup. Là, on est encore sur une réforme possible en cours avec les nouvelles écoles normales. Donc, ça a des effets très importants parce qu'il y a des déséquilibres hein, dans cette formation entre le développement social d'un côté, l'employabilité, et le développement, on va dire, euh, socio-sociologique et la formation didactique. Alors, il ne faut pas oublier que ces métiers sont des métiers de l'humain qui sont basés sur des positionnements éthiques et qu'ils sont extrêmement exposés, voire plus exposés que les métiers d'enseignants, parce qu'ils doivent rendre compte euh, régulièrement et qu'ils sont en position hiérarchique. Il faut faire attention aussi parce que ce sont des métiers de la crise. Et donc, pardon, je vais revenir en arrière. Euh, ça va très très vite au niveau de ces personnels-là. Sauf que le positionnement éthique, ça ne s'improvise pas. Et que ça nécessite une prise de recul, une évaluation des situations et une sérénité entre les injonctions et les crises croisées. Donc, il faut donc réfléchir à l'équilibre des éléments au niveau de la formation. Et là, je vais reprendre le triangle de Michel Fabre sur l'équilibre de 3 points, la logique sociale, la logique psychologique et la logique didactique. Et que si ce triangle n'est pas à l'équilibre, on risque des écrasements, on risque des dérives qui déstructurent un petit peu les repères et donc, sur ce cadre d'ensemble que nous voyons à l'écran, s'il y a une instabilité institutionnelle et un turnover des formations, voilà, on est plus finalement sur une recherche de formation sur l'adaptabilité. Si on ne fait pas attention à bien laisser la place au développement professionnel, on risque d'être sur un référentiel de compétences qui reste très normé et une exécution applicationniste. Et puis, si la formation académique est supérieure, il risque d'y avoir un fossé avec la pratique. Donc, il est important d'avoir un équilibre de ce triangle et de conserver l'expérience et l'analyse des pratiques comme ressources essentielles hein, au développement des praticiens et qu'on a le droit de se tromper.
Et pour ce faire, il est important de prendre appui sur l'établissement apprenant en s'appuyant également en formation sur la recherche et les sciences humaines et sociales, mais également le développement de méthodes ou d'outils pédagogiques co-construits avec les formés. Juste pour finir, la formation, c'est la formation d'un temps long, hein. Il est nécessaire de pouvoir donc accompagner ce temps, hein, la formation comme, penser la formation comme épreuve et de pouvoir créer des communautés d'apprenants et de s'affranchir de la performance et de l'efficacité, hein, revenir sur le sens éducatif. Je rappelle que les conseillers principaux d'éducation, sur leur dernière circulaire, il est indiqué qu'ils peuvent être concepteurs de leur métier. J'ai entendu André Tricot parler de cette dimension-là antérieurement. Donc, malgré les contraintes et malgré les moyens limités, il s'agit de pouvoir donner un espace ici de conception de l'acte éducatif de façon à maintenir nos objectifs de démocratisation et de réussite de l'ensemble des publics scolaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.